Evran, dépose-moi. Dépose-moi. Je t'ai dit de me laisser. Voulais rien faire de mal. Et si quelqu'un nous avait vus? Et si Jemo l'avait découvert? Fidan, ouvre la porte, s'il te plaît. Fidan. Zélia. Bourjou, je ne peux pas le laisser. Mélis. Je ne peux pas le laisser. Pas Abel et Caïn. Ashmet, j'espère qu'il n'est pas mort. Dis-leur de t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je n'ai pas besoin de médecin. Si tu voyais un médecin pour la première fois, j'aurais préféré mettre au monde un caillou plutôt que lui. Ces mots circulaient, hein. Que des profiteurs. Jemo a commencé à travailler pour Oncle Arif. Il y a eu une bagarre. Ils l'ont frappé à la tête. Il y a déjà du monde. T'es pas obligé de rester. Si, Youssouf, Mélis ne répond pas à mes appels. Elle n'est pas ici. Mon frère va péter un plomb. Où est Mélis? Mélis est avec moi. Non, ne l'écoutez pas, docteur. Elle a reçu un sacré coup à la tête, mais refuse de l'admettre. Personne ne doit savoir que c'est Yavuz. Surtout pas Azizé, surtout pas elle. J'assure réception de l'intégralité des transcriptions des épisodes précédents et je maîtrise parfaitement l'ensemble de la chronologie des événements, les arcs narratifs complexes de chaque personnage, les secrets de famille lourdement enfouis et la psychologie profonde des spectateurs jusqu'à ce stade de l'histoire. L'alliance la plus monstrueuse et la plus inimaginable de toute cette histoire vient de se sceller dans l'ombre de la ville. Et je vous confirme avec une certitude absolue qu'Aziz va s'associer à Yavuz pour abattre son propre frère. La sœur protectrice et vulnérable que nous aimions toutes a définitivement disparu de la surface de la Terre, pour laisser place à une prédatrice si impitoyable qu'elle est désormais prête à pactiser avec le diable en personne pour détruire le nouveau roi de la pègre. Ce n'est absolument plus une simple vengeance familiale ou un règlement de compte territorial, mais une guerre totale qui va réduire en cendres les dernières illusions de cette fratrie brisée et bouleverser à tout jamais la hiérarchie du crime. Avant de plonger dans les détails viscéraux de cette trahison sanglante et de vous révéler le plan machiavélique que Jemo déploie de l'intérieur de l'organisation, indiquez-moi très rapidement dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. Je passe absolument toutes mes nuits blanches à lire l'intégralité de vos messages et à y répondre personnellement, car je suis toujours complètement fascinée de voir à quel point notre petite communauté de passionnés s'étend géographiquement à travers le monde entier pour analyser ces intrigues psychologiques. Prenez une toute petite seconde pour me le dire, on reprend immédiatement notre décryptage. Le silence assourdissant qui régnait désormais dans la nouvelle vie de Jemo est une torture mentale bien pire que toutes les balles qu'il a pu esquiver dans les rues par le passé. Le jeune homme siège aujourd'hui dans les somptueux bureaux vitrés de l'empire criminel de son père biologique, complètement coupé de ses racines et vide de son humanité. Le costume sombre taillé sur mesure qu'il porte tous les jours est devenu sa nouvelle prison, une armure de tissu hors de prix qui dissimule un esprit totalement fracturé par le meurtre de Rifat. Les hauts fonctionnaires de l'organisation occulte le surveillent nuit et jour avec une attention maladive, persuadés d'avoir enfin forgé la marionnette parfaite, après l'avoir forcé à commettre le pire parricide imaginable dans leur sous-sol. Ils analysent chacun de ses gestes avec la précision de biologistes et scrutent chaque micro-expression de son visage froid et impénétrable, mais ils commettent la plus grave erreur de toute leur carrière bureaucratique. Jemo ne s'est jamais soumis à leur autorité et n'a jamais cédé à l'appel de son sang maudit. Il a simplement accepté de mourir de l'intérieur pour infiltrer leur forteresse inexpugnable, et il utilise désormais sa position de pouvoir absolu pour débaisser leur réseau atome par atome dans le plus grand des secrets. Il manipule les immenses flux financiers de la contrebande internationale avec une intelligence redoutable, détournant silencieusement des sommes colossales vers des comptes fantômes intraçables pour assécher définitivement les ressources de ces politiciens corrompus. Chaque décision qu'il prend en apparence, chaque ordre qu'il donne à sa garde rapprochée, est un pas de plus vers la destruction totale de ceux qui ont anéanti sa famille et profanent la mémoire de son père adoptif. Mais le poids de cette double vie et de cette solitude écrasante est une agonie de chaque instant, car il sait pertinemment que la femme qu'il aime comme sa propre sœur prépare activement son exécution en le croyant coupable de la pire des trahisons. Loin des tours de Verluxiez et de la richesse de la pègre institutionnelle, Aziz déploie une sauvagerie qui défie totalement l'entendement humain. La transformation psychologique de cette jeune fille est le phénomène le plus fascinant et le plus terrifiant que nous ayons vu depuis le tout début de cette série dramatique. L'innocence et la douceur ont définitivement quitté son regard écorché pour laisser place à une abysse de haine pure et totalement froide. Elle est intimement convaincue que Jemo a volontairement abandonné Rifat aux mains de l'État pour embrasser son héritage sanguin et s'asseoir sur le trône de Yavuz. Cette vérité partielle et mortellement empoisonnée a déclenché en elle une fureur vengeresse qui ne tienne absolument plus aucune limite morale ou physique. Assise dans les bas-fonds les plus sordides d'Istanbul, elle orchestre la naissance de son propre cartel, avec une précision militaire et une cruauté qui fait frémir les anciens. L'oncle Jeff D observe cette métamorphose spectaculaire avec un mélange d'effroi et de profond respect, comprenant que la jeune femme a instinctivement intégré les pires méthodes de la guérilla urbaine qu'il tentait jadis de lui cacher. Sous les ordres implacables de cette nouvelle figure du crime, Youssouf s'est transformé en un soldat redoutable, plongeant dans les arcanes de la violence sans la moindre hésitation, pour prouver sa loyauté à la fille qu'il aime en secret. Il traque les anciens du temps de la drogue sans relâche, il braque les informateurs du gouvernement et il terrorise les relais de l'organisation, avec une brutalité sourde qui glace le sang des criminels les plus endurcis de la ville. Aziz ne négocie plus rien avec personne. Elle dicte ses propres lois avec le canon de son arme, convaincue que seul un bain de sang monumental pourra laver la mémoire de sa famille et expie la trahison impardonnable de son frère, qu'elle considère décemble comme un véritable monstre. Le chaos engendré par cette déchirure fratricide se répand comme un virus incurable dans toutes les strates de la métropole et entraîne inexorablement les personnages secondaires dans une spirale de destruction inéluctable. Mélis, autrefois prisonnière de son milieu bourgeois hypocrite et de son confort matériel, est devenue de façon totalement inattendue la pièce maîtresse de la rébellion sanglante d'Aziz. Dépouillée de ses privilèges après l'assassinat pathétique et silencieux de son père Ashmet, elle refuse catégoriquement de s'apitoyer sur son sort dans cette chambre de motel sordide et humide où elle se cache avec Nella.
La jeune fille utilise les derniers vestiges de la fortune familiale et ses accès informatiques cryptés pour siphonner les informations sensibles et les livrer directement à Youssouf au péril de sa propre vie. Elle écoute les conversations privées des banquiers, elle trace les déplacements des convois blindés de l'État sur des cartes numériques et elle fournit à l'armée de l'ombre d'Aziz les yeux et les oreilles dont ils ont cruellement besoin pour frapper les points vitaux de l'empire dirigé par Tchémo. Elle trouve dans cette trahison de sa propre classe sociale une forme de rédemption et un but qui donne enfin un sens à son existence. Zélia, de son côté, porte le fardeau silencieux et déchirant de sa propre perte d'innocence. La jeune fille qui a froidement tué un homme sur les quais pour protéger son grand frère voit aujourd'hui sa famille de fortune se disloquer totalement sous le poids des mensonges, de la haine et de la paranoïa. Elle tente désespérément de préserver la santé mentale de la petite Balim et de Samet face à cette folie sanguinaire, mais les murs décrépits de leur refuge tremblent chaque nuit sous les échos lointains de la guerre urbaine qui fait rage à l'extérieur. Samet observe les adultes avec une rancune grandissante, et sa psychologie d'enfant se fragilise à vue d'œil face à ce monde cruel où les protecteurs deviennent des prédateurs et où l'amour se transforme en une arme de destruction massive. La tension narrative atteint un point de non-retour absolu dans l'obscurité poisseuse et suffocante du centre pénitentiaire de haute sécurité de la région. Yavuz, le parrain déchu qui avait été publiquement humilié par les bureaucrates de l'organisation occulte, a orchestré une mutinerie d'une violence inouïe depuis le fond de sa cellule. Poussé par l'orgueil blessé d'un prédateur alpha auquel on a volé la progéniture et l'empire, il a su manipuler les gardiens corrompus et mobiliser ses tout derniers fidèles derrière les barreaux d'acier. Les sirènes d'alarme hurlent dans la nuit noire, les flammes d'un incendie volontaire lèchent les murs de béton de la prison, et dans la confusion totale de cette émeute carcérale sanglante, Yavuz parvient à s'extirper de sa cage comme un démon relâché des enfers. Il respire enfin l'air libre de la nuit avec l'unique ambition de retrouver ce fils biologique qui lui a été arraché pour le soumettre à son autorité paternelle ou le détruire de ses propres mains s'il refuse de céder la couronne. Le monstre originel de notre histoire est de retour dans les rues et l'organisation déploie immédiatement des unités spéciales lourdement armées pour traquer ce fantôme meurtrier. Yavuz avance dans l'ombre des ruelles comme une bête sauvage blessée, cherchant désespérément à reprendre contact avec les vestiges de son ancien réseau clandestin, sans se douter une seule seconde que le monde qu'il connaissait autrefois a été entièrement balayé et réécrit par la colère insatiable d'une jeune fille orpheline. Le cours de cette guerre impitoyable bascule dans la folie la plus totale lorsque la traque de Yavuz prend une tournure que personne n'aurait jamais pu anticiper même dans ses pires cauchemars. Le parrain enfui s'engouffre dans une ruelle industrielle désaffectée, pensant habilement échapper aux patrouilles gouvernementales qui quadrillent le secteur, mais il se retrouve subitement encerclé par des ombres menaçantes. La lumière vacillante d'un vieux lampadaire dévoile la silhouette impitoyable d'Aziz qui le braque avec une froideur mortelle, figeant le sang du vieux criminel. Yavuz s'attend à recevoir la balle de la vengeance imminente, la balle justifiée qui viendrait enfin clôturer 20 années de souffrance infligée à cette famille adoptive. Mais le regard de la jeune fille ne contient aucune volonté de rendre la justice du passé, ni aucune colère émotionnelle. Elle abaisse très lentement le canon de son arme vers le sol et propose au pire meurtrier de sa vie un pacte si monstrueux qui défie toute logique morale. Aziz, la fille série de Rifat, regarde le bourreau de son père droit dans les yeux et lui tend la main pour forger l'alliance ultime qui leur permettra de massacrer Tchémo et de dépecer son empire de l'intérieur, nous laissant le souffle littéralement coupé face à cette union contre nature qui repousse absolument toutes les limites de la trahison pour le prochain épisode. Le silence qui s'installe dans cette ruelle poisseuse après la proposition d'Aziz est d'une lourdeur si absolue qu'on pourrait presque entendre le sang glacé dans les veines de Yavuz. Cet homme qui a passé sa vie entière à terroriser la ville, à écraser des vies innocentes et à se prendre pour le maître incontesté du monde souterrain, se retrouve complètement décompensé sein d'une gamine qu'il considérait jusqu'à présent comme un simple dommage collatéral de ses ambitions. La lumière jaune et malade du vieux lampadaire clignote au-dessus d'eux, projetant des ombres d'encens sur le visage de la jeune fille. Son bras est tendu vers lui et sa main ne tremble absolument pas. Il n'y a aucune peur dans ses yeux, aucune hésitation morale et surtout aucune trace de la petite fille effarouchée qui pleurait la mort de Rifat. À cet instant précis, Yavuz comprend qu'il ne fait pas face à une victime cherchant la rédemption, mais à une prédatrice née de ses propres cendres. Le cerveau du vieux parrain tourne à une vitesse vertigineuse, évaluant les probabilités, mesurant le degré de folie de cette alliance contre nature. Il sait qu'il est traqué par les forces spéciales du gouvernement, qu'il n'a plus d'armée, plus de refuge et plus aucune ressource financière accessible. Cette main tendue par la fille de son pire ennemi est sa seule et unique chance de survie dans cette nuit qui devait signer son arrêt de mort. Lentement, avec un rictus qui mélange l'incrédulité et une forme d'admiration malsaine, Yavuz avance sa main couverte de la crasse de la prison et saisit celle d'Azizeh. Le contact de leur peau scelle le pacte le plus monstrueux de toute cette histoire. C'est un moment d'une perversité psychologique inouïe, car ils partagent désormais le même objectif viscéral, détruire Tchémo et réduire en cendres l'empire qu'il vient de s'approprier. La fille adoptive qui veut venger la mémoire de son père et le père biologique qui veut récupérer son trône s'unissent dans une marche funèbre qui va irrémédiablement ravager tout ce qui reste de leur humanité. Pendant que cette alliance des ténèbres prend forme dans les bas-fonds de la ville, Tchémo vit un enfer psychologique d'une toute autre dimension dans les hauteurs vertigineuses de son nouveau royaume. Les locaux de l'organisation occulte sont d'un luxe froid et aseptisé, des forteresses de verre et d'acier où le silence est roi. Vêtu de ce costume sombre taillé sur mesure qui lui donne l'allure d'un jeune empereur intouchable, il déambule dans des couloirs baignés d'une lumière artificielle qui lui donne la nausée. Chaque pas qu'il fait sur ce marbre immaculé lui rappelle le bruit sourd du corps de Rifat s'effondrant sur le béton la veille. Les hauts fonctionnaires corrompus qui l'entourent s'inclinent sur son passage, avec une déférence qui masque à peine leur mépris viscéral pour cet enfant de la rue qu'ils croient avoir domestiqué.
Il lui présente des rapports financiers d'une complexité vertigineuse, des bilans de blanchiment d'argent qui impliquent des politiciens, des banquiers et des industriels de premier plan. Gémeaux fait semblant d'écouter. Il hoche la tête avec une froideur calculée, validant des transactions qui affameraient des quartiers entiers, mais son esprit est ailleurs. Sous ce masque de glace impénétrable, sous cette soumission de façade qu'il offre à ses geôliers cravates, il tisse une toile d'une dangerosité extrême. Son plan n'a jamais été de régner pour le plaisir du pouvoir, mais de comprendre l'architecture exacte de cette machine à broyer les vies pour pouvoir en arracher le cœur palpitant. Enfermé dans son immense bureau panoramique qui domine Istanbul, il utilise les codes d'accès ultra secrets qu'on lui a confiés pour plonger dans les entrailles numériques de l'organisation. Avec une lucidité glaçante, née de son désespoir, il commence à détourner des minuscules fractions de capitaux, à créer des écrans de fumée financiers et à isoler les preuves des malversations étatiques. Il sait qu'un seul faux pas, une seule hésitation dans son jeu de rôle signera son exécution immédiate, mais la perspective de la mort ne l'effraie plus. La seule chose qui le maintient encore en vie, qui force ses poumons à chercher de l'air, c'est l'image de ses sœurs et de ses frères qu'il a condamnés à le haïr pour les protéger. Il ignore totalement que son sacrifice ultime est en train de se retourner contre lui, avec une violence inouïe, et que la menace la plus terrifiante ne vient pas des hommes en costume qui surveillent sa porte, mais de la rue qu'il a juré de défendre. Le retour d'Azizé au refuge de fortune est une scène d'une noirceur absolue, qui marque la fin définitive de toute innocence pour le reste du groupe. Lorsqu'elle franchit la porte fracassée de l'appartement, accompagnée de la silhouette massive et batibulaire de Yavuz, l'atmosphère devient instantanément irrespirable. Youssouf, qui nettoyait ses armes dans le salon, se fige littéralement sur place, le canon de son pistolet s'abaissant instinctivement. L'oncle Jevdet, vieux routier des guerres de cartel, se lève d'un bond, la main plongeant vers sa ceinture, incapable de croire ce que ses yeux lui montrent. Le monstre originel, l'homme qui a déclenché toute leur souffrance, se tient au milieu de leur salon, le visage marqué par la fuite, mais le regard toujours aussi arrogant. Zélia attire immédiatement les plus petits dans la chambre du fond, enfermant la porte à double tour pour les protéger de cette vision cauchemardesque. La tension est si palpable qu'une simple étincelle pourrait faire exploser la pièce. Jevdet demande d'une voix rocailleuse et menaçante ce que signifie cette folie, prêt à abattre Yavuz sur le champ pour venger l'honneur de Rifat. Mais Azizeh s'interpose avec une autorité qui pétrifie le vieil homme. D'un ton dépourvu de la moindre inflexion émotionnelle, elle annonce que Yavuz est désormais sous sa protection personnelle et qu'il représente la seule clé capable de faire sauter les verrous de l'empire de Gémeaux. Elle leur explique avec un pragmatisme terrifiant que la loyauté et les sentiments n'ont plus aucune valeur dans la guerre qui s'annonce. Yavuz connaît les failles de son propre réseau, il connaît les noms des lieutenants corrompus, les adresses des entrepôts clandestins et les codes des routes de contrebande que l'État utilise désormais. Youssouf, ébranlé par la froideur de la fille qu'il aime, tente de protester en lui rappelant les atrocités que cet homme a commises contre eux, mais Azizeh le coupe d'un regard si noir qui lui coupe le souffle. Elle déclare que le passé est mort, et que la seule chose qui compte aujourd'hui est de détruire l'organisation qui leur a pris ces mots et de faire payer ce dernier pour avoir vendu son âme. Ce pivot psychologique est dévastateur, car il montre comment le traumatisme peut inverser la boussole morale d'un être humain, jusqu'à lui faire épouser les méthodes de ses propres bourreaux. Pendant que ce pacte diabolique s'organise dans les ombres de la ville, Mélisse continue de jouer avec le feu dans un isolement total qui menace de la briser à tout moment. Cloîtrée dans la chambre d'un motel crasseux dont les murs sont tapissés de moisissures, elle maintient une façade de normalité auprès de sa mère Nella, qui sombre peu à peu dans une dépression liée à la perte de son confort bourgeois. La nuit venue, lorsque les respirations de sa mère deviennent lourdes et régulières, Mélisse allume son ordinateur portable sécurisé et se connecte aux serveurs invisibles que son défunt père Achmet avait mis en place. Son rôle d'informatrice anonyme pour Youssouf lui donne une montée d'adrénaline qui masque sa terreur de se faire démasquer par les nettoyeurs de l'État. Ses doigts tapent frénétiquement sur le clavier, écumant les archives numériques, les transferts de fonds et les correspondances cryptées entre Achmet et les hauts fonctionnaires corrompus. C'est au milieu de cette plongée vertigineuse dans les déchets de la pègre qu'elle tombe sur un dossier codé d'une importance capitale. Ce n'est pas une simple ligne comptable ou un ordre de virement, mais une série de rapports de surveillance détaillés écrits des années auparavant. En déchiffrant les documents avec une angoisse grandissante, Mélisse découvre l'intégralité du plan machiavélique qui visait Rifat. Elle lit noir sur blanc les ordres stipulant de garder le père adoptif en vie, de simuler sa mort dans l'incendie de la forêt et de le conserver comme moyen de pression psychologique ultime pour le jour où l'héritier légitime serait retrouvé. La révélation la percute de plein fouet. Elle comprend avec une lucidité effrayante que la haine d'Aziz repose sur une manipulation étatique colossale. Elle réalise que Semo n'a pas trahi sa famille par cupidité, mais qu'il a été placé devant un choix d'une cruauté impossible. Mélisse détient désormais la seule vérité capable d'empêcher cette guerre fratricide de se transformer en un bain de sang définitif. Mais elle sait pertinemment que posséder une telle information fait d'elle la cible prioritaire des escadrons de la mort de l'organisation. Le dilemme qui la ronge est absolu. Doit-elle prendre le risque de contacter directement Semo pour lui prouver qu'elle sait ce qu'il a dû endurer? Ou doit-elle révéler cette vérité à Youssouf, au risque que la nouvelle Aziz refuse de croire à l'innocence de son frère? La dynamique sur le terrain s'accélère avec une violence inouïe lorsque la nouvelle alliance entre Aziz et Yavuz lance sa toute première offensive majeure. Yavuz, malgré sa déchéance, n'a rien perdu de son instinct de prédateur urbain et connaît parfaitement l'architecture financière de l'empire qu'on lui a volé. Il guide Aziz, Youssouf et les quelques hommes de main de l'oncle Jevdet vers une plaque tournante de blanchiment d'argent, dissimulée sous la couverture d'un immense entrepôt d'importation dans la zone portuaire. L'attaque se déroule dans l'obscurité la plus totale, sans aucune sommation et sans aucune pitié.
Ce n'est pas une opération de police, c'est une entreprise de démolition menée par des âmes damnées. La brutalité de cette frappe chirurgicale démontre à la ville entière que les orphelins qu'on croyait vulnérables sont devenus les nouveaux maîtres de la terreur, et qu'aucune forteresse n'est désormais à l'abri de leur colère. La nouvelle de la destruction de l'entrepôt remonte les échelons de l'organisation à une vitesse fulgurante et vient percuter Semo de plein fouet dans son sanctuaire de verre. Convoqué en urgence dans une salle de crise éclairée par des écrans de surveillance tentaculaires, il doit faire face à la fureur froide des bureaucrates de l'État. Les rapports de survivants et les images de vidéosurveillance dégradées tournent en boule sur les écrans. Le haut fonctionnaire au visage d'habitude si placide montre pour la première fois des signes de nervosité évidente. Il annonce à Semo qu'une faction dissidente extrêmement agressive vient de paralyser l'une de leurs principales artères financières et exige que le nouveau chef de cartel utilise tous les moyens à sa disposition pour écraser cette rébellion, avant qu'elle n'attire l'attention de la presse ou des instances internationales. Semo fixe les écrans avec une concentration intense, tentant de masquer le tremblement imperceptible de ses mains. Bien que les agresseurs soient masqués et se déplacent dans l'obscurité, ses yeux surétraînés reconnaissent immédiatement la posture d'attaque d'Aziz, la manière dont Youssouf couvre les angles morts et la démarche caractéristique de l'oncle Jevdet. Mais c'est une autre silhouette, beaucoup plus massive et agressive, qui fige la respiration de Semo. En analysant un arrêt sur image floue, il identifie sans l'ombre d'un doute le visage de Yavuz, éclairé par les flammes d'un serveur en feu. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Le cauchemar le plus abject vient de prendre vie sous ses yeux ébahis. La fille qu'il aime comme sa propre sœur, la personne pour laquelle il a accepté de se damner et de tuer Rivat, s'est alliée avec l'homme responsable de l'extermination de leur enfance. La douleur qui lui transperce la poitrine est 1000 fois supérieure à la blessure physique qu'il porte encore sur le crâne. Il comprend avec une horreur paralysante que son sacrifice n'a servi absolument à rien et que son absence a poussé Aziz directement dans les bras du monstre originel. La solitude de Semo atteint alors des sommets vertigineux. Enfermé dans ce costume de pouvoir, il ne peut se confier à personne, ne peut crier sa rage, ni même essuyer la larme solitaire qui menace de trahir son impassibilité devant les hauts fonctionnaires. Cette découverte macabre oblige Semo à réévaluer complètement sa stratégie d'infiltration, car la variable de Yavuz modifie l'intégralité de l'équation. Il sait que le vieux parrain est un maître de la manipulation et qu'il utilise la haine d'Aziz comme un bélier pour enfoncer les portes de son ancien empire. S'il n'intervient pas très rapidement, Yavuz finira par trahir Aziz dès qu'il aura repris le contrôle total de ses ressources, et la jeune fille sera éliminée avec une cruauté inouïe. Semo doit jouer une partie d'échecs à 3 dimensions contre l'organisation étatique qui le surveille, contre Yavuz qui manipule les siens, et contre sa propre sœur qui cherche allègrement à le détruire. Toujours dans la salle de crise, sous le regard perçant de ses geôliers en cravate, il prend la parole d'une voix si calme et si autoritaire qu'elle impose le silence immédiat. Il déclare qu'il prend personnellement les choses en main et qu'il va écraser cette résistance avec une brutalité qui servira d'exemple à toute la ville. Il ordonne le déploiement de ses escadrons de la mort vers des cibles factices, créant un let d'eau de fumée stratégique pour détourner l'attention de l'organisation, tout en préparant en secret une opération de sauvetage extrêmement risquée. Il refuse de lever la main sur Aziz, mais il est résolu à neutraliser Yavuz avant que ce dernier ne contamine définitivement l'esprit de sa fratrie. Cette décision marque un tournant majeur dans la série. Semo bascule d'un rôle de protecteur passif à celui d'un maître tacticien, prêt à utiliser toute la puissance de feu de la corruption étatique pour orchestrer son propre agenda caché, prouvant qu'il a bel et bien hérité de l'intelligence destructrice de son père biologique, mais qu'il l'a mise au service de l'amour fraternel. Dans le camp adverse, l'ivresse de la victoire après l'attaque de l'entrepôt commence doucement à se dissiper, pour laisser place à une paranoïa naissante et à des fractures internes. De retour dans les murs suintants du refuge, Yavuz célèbre cette réussite avec une arrogance retrouvée, s'installant sur le vieux canapé élimé comme s'il siégeait sur un trône d'or massif. Il parle fort, donne des ordres directs et tente ingénieusement de prendre le contrôle psychologique du groupe. L'oncle Jevdet le toise avec un dégoût silencieux, nettoyant méticuleusement son arme dans le coin sombre de la pièce, prêt à intervenir à la moindre provocation. Zélia, terrifiée par la présence de ce monstre, refuse de sortir de la chambre des enfants et passe ses nuits tout hier à veiller sur la petite Balim avec un couteau de boucher caché sous l'oreiller. Youssouf, quant à lui, observe Aziz avec une inquiétude qui lui tord les entrailles. Il voit comment la jeune fille se durcit, comment chaque trait de son visage se fige dans une froideur cadavérique. Il s'approche de elle alors qu'elle nettoie le sang sur ses mains au-dessus du vieil évier en émail prêché. D'une voix douce mais emplie de tristesse, il lui murmure qu'ils ont gagné cette bataille, mais qu'ils sont en train de perdre leur âme dans ce processus. Il lui rappelle que s'allier avec Yavuz, c'est pactiser avec le diable, et que ce chemin ne lui mènera qu'à leur propre destruction. Mais Aziz ferme brutalement le robinet, ses yeux reflétant le vide le plus absolu. Elle répond à Youssouf que l'âme est un concept réservé aux gens riches et en sécurité, et que les orphelins de la rue n'ont que la vengeance pour seule boussole morale. Elle refuse de faire marche arrière et annonce d'un ton glacial que leur prochaine cible ne sera pas un simple entrepôt financier, mais le lieu de résidence personnelle de Semo. Elle veut frapper le serpent directement à la tête, ignorant totalement que ce serpent passe ses nuits à essayer de la sauver du gouffre dans lequel elle vient de se jeter. Le fil rouge de cette tension insoutenable nous ramène à Mélis, dont les découvertes informatiques la poussent à commettre l'acte le plus courageux et le plus suicidaire de sa jeune existence. Consciente que le temps presse et que les deux camps sont sur le point de s'entretuer sur la base d'un mensonge monumental, elle décide de contourner Youssouf, dont elle craint la loyauté aveugle envers Aziz. Elle utilise un logiciel de cryptage avancé pour isoler une ligne téléphonique non surveillée et parvient, après des heures de tentatives angoissantes, à pénétrer le standard sécurisé de la tour de contrôle de Semo. L'audace de cette manipulation montre à quel point son personnage a évolué, passant de la petite fille gâtée à une aqueuse de l'ombre prête à risquer sa vie pour la vérité. Lorsque la communication s'établit enfin, avec le bureau panoramique, le silence grésillant de la ligne est d'une lourdeur oppressante. Semo décroche sans dire un mot, suspectant un piège des services de renseignement. C'est la voix tremblante mais déterminée de Mélis qui déchire ce silence.
Elle ne perd pas une seconde en politesse et déballe instantanément ce qu'elle sait. Elle lui parle du dossier codé, de la simulation de la mort de Rifat et de l'horrible chantage que l'organisation a dû exercer sur lui dans les sous-sols de l'État. Elle lui annonce qu'elle possède les preuves numériques de ce complot macabre et qu'elle est prête à les remettre à Aziz pour lui prouver son innocence. En entendant ces mots, le masque de glace de Semo se fissure entièrement. La révélation qu'une personne extérieure connaisse la vérité sur son sacrifice ravive une étincelle d'humanité dans son regard fatigué. Mais cette lueur d'espoir est immédiatement écrasée par une peur panique. Il supplie Mélisse d'une voix étranglée de détruire ses fichiers et de disparaître, car il sait que si l'organisation détecte son intrusion, elle la fera éliminer dans la minute qui suit. Il lui hurle de ne surtout rien dire à Aziz, sachant que sa sœur, dans son état de folie vengeresse, foncerait tête baissée dans un piège mortel si elle apprenait la vérité de manière abrupte. La conversation téléphonique est soudainement interrompue par un bip sonore glacial qui glace le sang des deux interlocuteurs. Une voix synthétique et métallique se superpose à leur ligne, indiquant clairement qu'un protocole de sécurité informatique vient d'être déclenché par les instances gouvernementales. La position de Mélisse dans le motel de périphérie vient d'être compromise et triangulée en temps réel. L'organisation qui surveillait les flux de données pour repérer les fuites potentielles vient de trouver la taupe qui a fouillé dans les dossiers classés secrets défense de Rifat. Ces mots frappent violemment son bureau de son poing déchiffrant la situation avec la clarté d'un stratège au bord du gouffre. Il crie à Mélisse de fuir immédiatement, de tout abandonner derrière elle et de courir à perdre haleine avant que les nettoyeurs ne défoncent la porte de sa chambre. La jeune fille, terrifiée, claque son ordinateur portable et réveille sa mère en sursaut, la tirant par le bras dans un couloir éclairé par des néons clignotants et plonge dans une panique absolue. À l'autre bout de la ville, Semo comprend que la seule manière de sauver cette fille innocente qui a risqué sa vie pour lui est d'utiliser les ressources de son nouvel empire criminel contre ses propres maîtres. Il convoque en hurlant sa garde rapprochée, arme son pistolet personnel et se précipite vers les ascenseurs privés, transgressant toutes les règles de sécurité imposées par l'organisation. Il décide de court-circuiter les ordres et de lancer ses hommes de main pour intercepter les nettoyeurs gouvernementaux dans une course contre la montre qui promet d'enflammer les rues d'Istanbul. Ce déchaînement d'événements nous propulse vers un paroxysme d'action et de tension dramatique. Les escadrons de la mort de l'organisation, silencieux, méthodiques et lourdement équipés, s'abattent sur le motel miteux comme une nuée de vautours. Ils quadrillent le périmètre avec des viseurs laser, défoncent les portes des chambres voisines et avancent vers la cible avec une efficacité clinique. Mélisse et Nella, tétanisées par la terreur, se cachent dans les coursives extérieures sous une pluie battante qui vient rajouter une dimension apocalyptique à la scène. C'est au moment exact où le chef de l'escadron braque son arme automatique sur la jeune fille acculée contre une balustrade rouillée que les imposants SUV noirs de Semo font irruption sur le parking du motel dans un crissement de pneus assourdissant. La confrontation entre les forces de l'État corrompu et la milice privée du nouveau chef de cartel éclate avec une brutalité foudroyante. Les échanges de tirs déchirent la nuit, transformant le décor sordide en un véritable champ de bataille urbain. Semo, toujours vêtu de son costume de pouvoir, désormais trempé par la pluie, se déplace dans la fusillade avec une agilité de fauve héritée de ses années de survie dans les rues. Il abat les nettoyeurs avec une précision glaçante, protégeant la retraite de Mélisse et de sa mère qu'il fait embarquer de force dans l'un de ses véhicules blindés. Cette scène d'action d'une esthétique époustouflante montre la dualité parfaite du personnage de Semo, un chef mafieux qui utilise la violence la plus extrême pour sauver des innocents, démontrant que la véritable justice ne réside pas dans les lois d'un État corrompu, mais dans la moralité désespérée des enfants de la rue. Mais le repli stratégique de Semo avec les otages sauvés n'est que le prélude à un retournement de situation d'une perversité narrative absolue. Le vacarme de la fusillade au motel a inévitablement attiré l'attention des autres factions criminelles de la ville, y compris celle de la Nouvelle Alliance. Azizé, Yavouz et Youssouf, qui suivaient les communications radio de la police pour planifier leur propre assassinat de Semo, écoutent avec stupéfaction les rapports mentionnant une guerre ouverte impliquant les véhicules personnels du chef de cartel. Yavouz, avec son flair légendaire de vautour, sent l'opportunité inespérée de frapper son fils en plein cœur pendant qu'il est vulnérable et hors de sa forteresse. Il manipule habilement Aziz, la convainquant que cette fusillade est une faiblesse tactique de Semo et qu'il faut l'intercepter sur le chemin du retour. La jeune fille, aveuglée par sa soif de sang, ordonne immédiatement le déploiement de leur groupe. Ils prennent en chasse le convoi blindé de Semo à travers les avenues inondées d'Istanbul, instaurant une course-poursuite allaitante où les pneus déchirent l'asphalte détrempé. La mise en scène de cette traque est d'une beauté macabre, la pluie brouille les pare-brises, les phares percent l'obscurité, et la tension psychologique atteint des sommets inégalables, alors que la sœur vengeresse se rapproche inexorablement du frère sacrifié, ignorant totalement que ce dernier vient de risquer sa couverture pour sauver la seule personne capable de l'innocenter. Le climax de cette course effrénée se déroule sur un gigantesque pont suspendu, qui surplombe les eaux noires et démoniaques du Bosphore. Le convoi de Semo est violemment percuté par les véhicules de ses poursuivants, et les lourds SUV finissent par s'incastrer dans les barrières de sécurité, bloquant complètement la circulation dans un chaos de tôle froissée et de fumée âcre. Les portières s'ouvrent brutalement, et les âmes se pointent de part et d'autre. Semo descend de son véhicule endommagé, le visage strié par la pluie et le sang, éclairé par les gyrophares lointains. À quelques mètres de lui émerge la silhouette d'Aziz. Son pistolet tenu fermement à deux mains, le canon braqué directement sur la poitrine de l'homme qu'elle a jadis aimé plus que sa propre vie. La confrontation est épique, d'une densité émotionnelle qui donne littéralement la chair de poule. Le bruit de la pluie battante et le vent hurlant couvrent à peine le silence écrasant qui s'installe entre le frère et la sœur. À travers les gouttes d'eau qui ruissellent sur leur visage, ils se déchiffrent mutuellement.
Semo regarde Aziz et voit les ravages que la haine a creusés sur ses traits. Il lit la souffrance d'une orpheline brisée par le mensonge. Il pourrait crier la vérité, il pourrait hurler qu'il a tué Rifat pour la sauver elle, qu'il n'est pas le monstre qu'elle s'imagine, mais il se tait. Il sait que si Mélisse, qui est cachée à l'arrière de son véhicule blindé, témoigne maintenant, l'organisation les dépècera tous sans la moindre once de pitié. Il choisit de porter l'infamie de protéger son secret de sang jusqu'au bout, plongeant le spectateur dans un désespoir narratif total face à tant de noblesse gâchée par les malentendus d'un système pourri. Mais le twist final, la révélation cauchemardesque qui va vous pulvériser le cerveau et suspendre votre rythme cardiaque, se produit à cet instant précis d'immobilité tragique. Alors qu'Aziz hésite une fraction de seconde, la main légèrement tremblante, face à la résignation glaciale de son frère, une ombre immense s'extirpe du véhicule des assaillants. C'est Yavuz. Le parrain déchu s'avance sous la pluie battante, un sourire sardonique découvrant ses dents gâtées, savourant la victoire psychologique absolue qu'il vient de remporter sur le destin. Il regarde son propre fils, sa propre chair, se tenir là, vêtu du pouvoir qui lui revient de droit. Et d'une voix rocailleuse qui s'élève au-dessus de la tempête, il ne s'adresse pas à Semo, mais à Aziz. Avec une cruauté délicieuse, une envie sadique de détruire tout ce qui est pur en ce monde, Yavuz dévoile à voix haute le secret que personne n'était censé connaître. Il hurle à Aziz que le garçon qu'elle s'apprête à abattre n'a jamais abandonné Rifat par avidité, mais qu'il a été contraint de le fusiller de ses propres mains dans les sous-sols de l'État pour épargner sa pitoyable petite famille. Il lui jette à la face la vérité nue, dégueulasse et destructrice, brisant en une seule phrase toutes les convictions de la jeune fille. Le visage d'Aziz se décompose littéralement, l'arme lui échappe des mains pour tomber lourdement sur l'asphalte humide, pendant que ses yeux s'écarquillent devant l'horreur du sacrifice incommensurable de son frère. Elle comprend avec une violence inouïe qu'elle s'est alliée avec le diable pour détruire un ange qui brûlait par l'enfer pour elle. Mais le choc ultime qui clôture cet épisode magistral frappe lorsque Yavuz, profitant de la stupeur paralysante de la fratrie, dégaine sa propre arme, avec une rapidité fulgurante, et tire à bout portant. La déflagration retentissant dans la nuit, sans que nous puissions voir qui de Semo ou d'Aziz s'effondre dans une mare de sang sous la pluie battante. Si vous voulez comprendre qui s'est pris cette balle fatale et comment le survivant de cette tragédie va déchaîner les enfers pour venger cette trahison absolue, c'est maintenant qu'il faut complètement détruire le bouton d'abonnement. Dites-moi immédiatement dans les commentaires qui selon vous gît sur l'asphalte du pont. Je vous attends dans l'espace discussion pour théoriser sur ce cliffhanger insoutenable. On se retrouve très vite pour la suite de ce bain de sang psychologique.